Alors, c'est bien parti pour cette guéguerre entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle concernant cette affaire Matata Mponyo. Vous le savez bien, Vital Kamerhe, qui l'autre fois avait écrit au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, pour lui demander de respecter la procédure. Ça veut dire cette histoire de l'immunité de l'honorable Matata Mponyo. La Cour, à son tour, a répondu in extremis à l'Assemblée nationale, donnant ses explications certainement qui certainement ne plaira pas à la chambre basse dirigée par Vital Kamerhe. Quelle analyse de faire de cette affaire de Matata Mponyo, qui l'autre fois était sénateur, dont ses immunités ont été déjà enlevées, permettant à la Cour de les juger concernant cette affaire de Boukan Alonjo. On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur les propos tenus par l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui lui a fustigé une fois encore l'entourage du chef de l'État. Une fois encore, on parle de l'entourage du président Tshisekedi. Est-ce que lui-même, il sait que son entourage ne lui permet pas de bien faire les choses comme le pensent certains de ses proches, Nicolas Kazadi et tant d'autres qui ont pu soulever les problèmes de l'entourage du président Félix Tshisekedi. On va aussi revenir sur l'affaire Christian Bossembe. Vous savez, lors de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, vous avez vu l'intervention du président de César qui lui a dit sous les mandats du président Tshisekedi, aucun journaliste qui a été arrêté, condamné par rapport à ses opinions. Beaucoup ont contesté cette manière de faire les choses. Et c'était juste une façon pour le président de CESAC de flatter le président Tshisekedi, question de garder son fauteuil là-bas. Ou bien c'est de la vérité qu'il a dit. Interface, bienvenue à toutes et à tous. Vous nous suivez de partout, vous êtes branchés sur CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Les maestros Issa Kazaka et à la réalisation de cette émission. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel, c'est bien parti pour ce numéro d'Interface. Bonsoir également à toutes ces personnes qui nous suivent et je profite aussi pour saluer notre invité de ce soir. Bonsoir madame. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous José Kaniki, l'homme de la rationalité et du bon sens, avec le bon sens et la rationalité qu'on va faire. Cette émission, il est cadre du parti AFDC de l'ancien ministre de l'économie, ancien président du Sénat, aujourd'hui devenu le premier vice-président du Sénat, honorable Bathily Kwebo. Bonsoir José Kaniki et bienvenue. Merci très cher Roland Daniel, une fois de plus bonsoir madame Sarah et bonsoir bien sûr aux nombreux téléspectateurs non seulement de cette grande chaîne mais aussi de cette émission qui fait son chemin, c'est-à-dire tout simplement l'interface. Alors merci, avec plaisir, il faut encore de partager ces plateaux merci. Avec vous. D'entrée de jeu, on va d'abord commencer par votre parti politique, AFDC. Comment se porte votre parti et son autorité morale? Merci très cher Roland. La FDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, mon parti politique, parti cher bien sûr à l'autorité morale et regroupement même l'AFDCA, se porte bien. L'AFDC qui est cette grande machine politique sur lesquelles, bien sûr, la RDC peut compter, sur lesquelles, bien sûr, les institutions de la République et plus particulièrement le président de la République peut compter là-dessus. Les partis se portent bien. Mon autorité morale qui est le professeur honorable sénateur, deuxième vice-président du Sénat, l'homme le plus modeste de la République, l'homme qui incarne cette sagesse, va bien. Il continue à travailler pour, bien sûr, le peuple congolais dans le Sénat, comme, bien sûr, deuxième vice-président. Donc, il se porte bien, mais seulement au-delà de ça, par rapport à la nation, il y a eu un débat, autrefois, lorsqu'il était vice-président du Sénat, et là, il avait prouvé qu'il était réellement serviteur de la nation. Il est même un homme sage qui ne voit pas les intérêts des partis politiques, qui ne voit pas nécessairement les intérêts des individus, que l'on soit député, que l'on soit sénateur, que l'on soit, je ne sais pas
qui, mais devant les évidences, devant ce que réclame la nation, et tant que serviteur de la nation lui-même, il s'incline. Et autrefois, les débats, c'était bien cette affaire de l'ancien Premier ministre, l'homme à la cravate rouge, et il avait agi. On va en parler tout à l'heure. Un homme sage donnant l'impression d'être ni avec Tshisekedi, ni avec Kabila. Je ne sais pas, très cher monsieur Daniel, si pour vous, être avec le président de la République ou avec les institutions de la République, parce que le président de la République est une institution, je le rappelle ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que monsieur l'honorable Bahati Lukwebo a démontré sa solidarité, sa constance, son dévouement par rapport, bien sûr, à toutes les initiatives, à la gestion de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. J'en arrive. Ce sont des mots que je suis en train de placer. Et lorsque vous me parlez de la fidélité, mais l'homme ou l'un de plus fidèles du président Félix Tshisekedi, c'est bien sûr l'honorable député. Lorsqu'il a s'agi de mettre en place l'union sacrée de la nation, il a été là. Il a donné ses idées et il a pris corps. Je rappelle ici qu'il fut l'un des 6 présidents, bien sûr, du présidium, membre du présidium, allais-je dire. Il était là. Il a travaillé. Il a soutenu les chefs de l'État dans toutes les initiatives, dans tout le parcours, depuis que le chef de l'État est au perchoir, plutôt, et à la tête de ces pays. Bahati n'a jamais été loin de lui. Je rappelle ici qu'il a été président du Sénat et aujourd'hui il est 2e vice-président du Sénat. Alors, lorsque un tel monsieur travaille pour la nation, vous pensez qu'il serait 2e vice-président du Sénat sans qu'il ne soit fidèle, sans qu'il ne soit loyal au chef de l'État, parce qu'il s'agit bien de la majorité. Et dans ces bureaux, lorsque le chef de l'État scrute les personnalités, les têtes, et il pense que Bahati Lukwebo fera une bonne affaire à ses postes de 2e vice-président, ce n'est pas pour rien. Ça démontre la solidarité, ça démontre son besoin de travailler pour la nation, et c'est ça l'essentiel dans tous les péripéties. Par rapport à la situation sécuritaire, Bahati Lukwebo a toujours été là. Il a toujours rappelé aux Congolais de se battre pour la nation congolaise, parce que ce ne sont pas les étrangers qui viendront bien sûr se battre pour la RDC. Dans ces terroirs, monsieur Daniel, vous ne savez pas qu'il est un ressortissant de là où il y a la violence depuis plus de 30 ans. Vous ne savez pas que monsieur Bahati Lukwebo est ressortissant de là où il y a des massacres, des viols, ainsi de suite. Donc on accusait à un moment avoir cédé son hôtel aux rebelles à Bukavu. Et tous ceux-là qui l'ont accusé autrefois, ils sont où aujourd'hui? Vous comprenez que ça qui tout simplement l'ouvrons-nous. Les soucis de ces personnes, c'est tout simplement cet esprit qui les anime, cet esprit politico, satanico, démoniaco, diabolico, de nuire à la crédibilité de la personne. Et il est clair ici, très cher monsieur Daniel. Cet esprit se trouve dans quel parti politique? Mais au niveau de vous savez, nous sommes en politique. Et généralement, les Congolais, permettez-moi de le dire ainsi, lorsqu'ils constatent qu'il y a une personne qui travaille bien et qu'il a la confiance du chef, ici je parle du chef de l'État, on cherche toujours de manière malicieuse, de manière diabolico, de pouvoir nuire à la crédibilité de cette personne. Vous parlez, mais vous accusez même les citoyens lambda qui certainement n'ont aucune responsabilité. Peut-être les Congolais qui sont membres des partis politiques de l'Union sacrée. Moi, je pense que lorsque je parle des Congolais, le parti politique, ces personnes qui font partie de ces partis politiques, ne sont-ils pas des Congolais? Ce sont des Congolais. Ils sont des Congolais. Voilà mais pourquoi. Des Congolais membres d'un parti politique. Mais exactement. Cela n'exclut pas qu'ils soient des Congolais. Alors, pour ne pas parler que de partis politiques, je vois le comportement aussi des Congolais. Parce que nous vivons dans la société, nous savons très bien qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient que Maman Sarah fait très bien son travail, Monsieur Daniel fait bien son travail, ils sont là à courir derrière, à créer, bien sûr, des situations pour nuire à Daniel. Voilà pourquoi, comme je suis aussi Congolais, je connais quand même
c'est que nous représentons d'une manière générale. Il y a des exceptions, il y a des bonnes personnes, ça c'est vrai. Comprenez ce que je vais dire. Je m'adresse ici aux personnes méchantes, malveillantes, qui autrefois disaient que voilà, Bahati a donné le flanc, a prêté des béquilles à, comment on appelle ça, à ces agresseurs de la nation. Non, ça jamais. Ces personnes méchantes-là se trouvent au sein de l'Union sacrée, non? Est-ce que... Y a-t-il une seule personnalité qui vous a dit que dans l'Union sacrée, il y a que des saints? Peut-être. Non, pas du tout. Dans l'Union sacrée, ce sont des individus qui sont faillibles. Dans l'Union sacrée, comme dans toutes les autres formations politiques et même dans toute la société, il y a des personnes faillibles. Et ces personnes-là qui sont méchantes dans leur nature, que moi je qualifie ici des fils de la perdition, eh bien, ils existent partout. Donc, lorsque je parle de ces personnes, c'est logique. Mais seulement, je ne dis pas que dans l'Union sacrée, il n'y a que ce genre de personnes. Non, il y a aussi de bonnes personnes. Déjà, que le chef de l'État n'est-il pas Guillemets, membre de l'Union sacrée, parce que c'est lui qui est autorité de référence, comme politique, bien sûr. Alors, le chef de l'État n'est-il pas membre de l'Union sacrée? Si. Alors, le chef de l'État n'est pas parmi ces mauvaises personnes-là. Mais sachez-le très bien, même dans Saint-Mel, je l'ai dit tout haut, dans votre chaîne, il y a des personnes méchantes parce qu'ils existent partout. Il n'y a pas de personnes méchantes. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a des personnes gentilles. Ça ne vous engage que vous. C'est pas comme à l'Union sacrée. C'est vous, ça ne vous engage. Alors, on va parler de cette histoire de Matata, mais avant tout, Bahati ne s'est pas senti un peu humilié pour ses récits. Je ne sais pas s'il faut les qualifier ainsi. Il était président du Sénat, ensuite il devient premier vice-président du Sénat. Non. C'était une autre personne. Il allait tout simplement refuser bien de quitter l'Union sacrée. Voilà la grandeur de l'individu. Vous démontrez là avec votre question que c'est d'abord la nation qui prime. Ça dit M. Bahati. Moi je pose la question. Je n'ai rien démontré. Je me sers de votre question pour démontrer qu'à travers votre question, à travers votre question, c'est une démonstration au peuple congolais que ce n'est pas le poste qui lui importe. Il peut aller de la hauteur à la moyenne et puis descendre. Parce que vous savez, Bahati a commencé comme membre d'une société civile, autrefois à l'époque de Mobutu. Il a commencé là. Il a travaillé son parcours. Il est allé marche après marche, escalier après escalier. Il sait d'où il est venu. Il a travaillé pour ça. Alors, partout où on va les placer, M. Bahati est un serviteur de la nation. Lorsqu'il a été deuxième vice-président du Sénat, ce n'est pas parce qu'il était, je ne sais pas, extraordinaire, mais parce que tout simplement, il est capable de travailler dans la sérénité, dans la maîtrise, dans le calme. Et aujourd'hui qu'il est deuxième vice-président du Sénat, il se contente de ça parce que ce n'est pas parce qu'il est deuxième vice-président que cela lui a empêché de pouvoir proposer des lois, des propositions de loi. Mais pourquoi? Il doit aussi refuser, céder ça à un autre membre de votre parti politique parce qu'il n'est pas les seuls ennemis qui doivent commencer à occuper des postes. Mais s'il vous plaît, mais lorsque, au sortir des élections, vous gagnez la majorité, vous avez des ministres, un quota de ministres dans toutes les institutions. Parce que c'est ça. C'est ça à quoi sert la bataille politique, plutôt la bataille électorale. Vous allez sur le champ de la bataille électorale pour gagner des membres et vous être représenté dans les institutions, dans le gouvernement. Ce n'est pas Bahati qui est là. Monsieur Daniel, je le rappelle, dans le gouvernement, ce sont les membres de la FDC qui sont là dans le quota de la FDC. Parce qu'il a choisi les autres institutions. Il a voulu être au sommet. Donc, c'est là où lui il a choisi. Et puis les autres postes, il a laissé ça aux membres de son parti politique peut-être. Ah bon? Pour vous, le sommet, c'est quoi? C'est la deuxième vice-présidence du Sénat? C'est quand même le sommet. Non, pas du tout. Ce n'est pas le sommet. D'ailleurs, puisque vous, dans votre manière de poser la question, vous négligez déjà ces postes. Vous nous dites, comprenez ce que je vais dire? Je me sers de vos questions. Vous dites, pourquoi il ne s'est pas senti humilié de passer des présidents du Sénat au deuxième vice-président. C'est-à-dire, pour vous, il a régressé. Moi, je vous démontre... Mais oui. Est-ce qu'il n'a pas régressé? Mais il n'a pas régressé. C'est direct, non? Non, il n'a pas régressé. Comment? Parce que vous pensez que François Hollande a régressé? Parce qu'il a été président de la République française. Aujourd'hui, il est député, je ne sais pas, dans sa province. C'est ça, le problème du Congolais. On pense que lorsqu'on atteint le sommet,
Bref, on doit mourir. Non, la vie continue. Après la présidence, le président de la République peut aller dans autre chose. Mais parce que ici, vous faites toujours allusion aux prouesses, aux efforts, ainsi qu'aux compétences de ses personnalités. Tout à fait. Pour laquelle on dit que peut-être qu'il a régressé. Non. La compétence, c'est l'individu. Là, on parle de la personne. Est-il capable de travailler partout, oui ou non? Oui. A-t-il atteint des objectifs dans sa vie, oui ou non? Est-il le seul pour Oui. travailler partout? Il n'y a pas d'autres personnes. Ça aussi une question. Mais je vous réponds en même temps que je réponds, madame. Ok. Mais, puisque vous me posez la question si M. Bahati n'est pas le seul, mais je vous réponds que dans le gouvernement, il n'y a pas Bahati. C'est un membre de l'AFDC. Dans les autres institutions, il n'y a pas Bahati. Ce sont les membres de l'AFDC. Dans, comment on appelle ça, dans les entreprises publiques, ceux-là qui sont compétents et qui ont été choisis par rapport à leurs compétences dans les entreprises publiques, membres de l'AFDC par exemple, ce n'est pas Bahati. Bahati, c'est le chef de la famille politique, c'est le chef, c'est l'autorité morale de l'AFDC. Du moment qu'il a encore de l'énergie à revendre pour l'intérêt de sa nation, pourquoi vous voulez les caser, madame? Pourquoi voulez-vous que Bahati soit casé? Est-ce qu'il n'encourage pas la jeunesse de son parti politique? Mais est-ce que lui-même, vu son âge aussi, parce qu'on sait qu'il a quand même fait beaucoup de choses pour ce pays. Merci. Bon, je ne suis pas là pour défendre sa cause, mais est-ce qu'il peut être aussi capable de dire, d'accord, j'ai assez travaillé, je laisse la place à quelqu'un d'autre? Mais il laisse la place à quelqu'un d'autre dans les autres institutions, madame. La personne Bahati n'est pas omniprésente partout dans toutes les institutions. La personne Bahati est quelque part, mais dans les autres institutions. Et d'ailleurs, parce que je peux me tromper, mais vos questions tendent à les caser. J'aimerais rappeler ici, très chère madame, que, comment on l'appelle encore, le président Biden qui vient de partir, il n'a pas cédé sa place comme ça. Le président Trump, ce n'est pas un petit monsieur. Et ainsi de suite. Poutine n'est pas un petit monsieur. Par rapport à son âge, bien sûr. Là, on fait allusion à l'âge. Donc, Bahati n'est pas le plus vieux des politiciens. Mais vous êtes quand même conscient que la population... Je n'ai pas vu nous l'abandonner. Hein? Vous êtes quand même conscient que la population en a marre aussi de certaines têtes répétitives. Non. Comment Pourquoi ça, non? Vous pensez que lorsque le président Biden, permettez-moi, parce que moi je ne vis pas, dans ma façon de réfléchir, je ne vois pas que Kinshasa ou bien la République démocratique du Congo. Mais vous je me sers aussi. Vous aimez bien comparer nos politiques à ceux de l'étranger aussi, pourquoi? Mais nous n'inventons pas la roue, madame. Vos questions, sûrement, dans plusieurs plateaux, on les a déjà posées. Et on va continuer à répondre. Donc, lorsque je vous réponds dans ce sens-là, par rapport, par exemple, à Biden, il a été, je ne sais pas, élu sénateur, je ne sais pas, 15 fois. C'est un exemple que je donne comme ça. François Hollande, dans sa Corrèze, il a été élu, je ne sais pas, député, je ne sais pas, 10 fois. Ils n'ont pas abandonné. Bayrou n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Mais ici, ce qu'il faudrait noter, très cher monsieur Daniel et madame Sarah, c'est que la jeunesse de l'AFDC évolue, oui ou non. Comment on appelle ça? La structure des mamans, la Ligue des femmes de l'AFDC évolue, oui ou non? Plusieurs fois, l'AFDC a promis comme ministre, permettez-moi de le dire ainsi, si je ne me trompe, au niveau du ministère du Travail, une femme. Ce n'était pas M. Bahati. Donc vous comprenez que les structures du parti AFDC se retrouvent par rapport, bien sûr, à la compétence des individus à gauche et à droite. Bref, madame, je ne vois pas pourquoi vous allez ou vous voulez qu'il puisse se caser du moment qu'il a encore de l'énergie à revendre. Et surtout, madame, si vous avez un seul article que M. Bahati viole en se représentant ou bien en continuant à travailler pour sa nation et son peuple, vous me les donnez et je vais m'incliner. Alors parlons à présent affaire Matata Ponyo. Par rapport à cette guerre entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, que pensez-vous de ces poursuites contre Matata Ponyo? Madame,
une question pertinente. Je vais réfléchir en toute rationalité et bon sens. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Comme toujours. Mais exactement. Ce n'est pas que mes paroles seront paroles d'évangile, mais je vais réfléchir. Je peux me tromper parce que je suis un individu, une personne. Madame, autrefois, ces dossiers de Bukangalonzo avec l'homme à la cravate rouge, ancien premier ministre de notre pays, Matata Mponyo, a commencé lorsqu'il était sénateur, si je ne me trompe. Et à cette époque-là, 2022 ou 2023 comme ça, 2022, la Cour constitutionnelle avait demandé à ce que l'on puisse lever les immunités du sénateur Matata. Monsieur Bahati étant que président du Sénat, lui et son bureau, et même l'Assemblée, plutôt le Sénat, avaient décidé de lever les immunités de monsieur Matata. Et Matata Mponyo à l'époque en avait fait un problème grave contre la personne Bahati. Et monsieur, l'honorable président du sénateur à l'époque, Bahati, lui avait rappelé l'article 164. Qu'est-ce que l'article 164? Vous savez très bien, ici, on parle de la Cour constitutionnelle, qui est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Très chère madame, cet article parle et clairement dit que la Cour constitutionnelle est compétente pour pouvoir juger un ancien Premier ministre. Ça, c'est clair. Maintenant, M. Matata, à l'époque, pensait ou accusait le sénateur Bahati d'être contre lui. Non. Le président du Sénat, autrefois Bahati, lui avait dit clairement que monsieur, je n'ai rien contre vous. Ce n'est pas une question d'individu, d'amitié, d'intimité, de proximité. Mais ici, il s'agit des questions de séparation du pouvoir. Lorsque la Cour constitutionnelle demande à ce que l'on puisse lever, surtout là, il s'agit des contribuables, de l'argent du contribuable congolais, aller en justice et que la justice fasse son travail dans son indépendance, que vous soyez innocenté de l'autre côté, et puis vous allez revenir. Ça avait créé tout un problème. Et aujourd'hui, on revient. On avait levé les immunités de M. Matata. Et voilà pourquoi le procès au niveau de la Cour constitutionnelle était pendant, c'est-à-dire était en cours. Maintenant, au sortir des élections, Matata redevient ou devient député national. Vous pensez vraiment que pour que les dossiers qui étaient pendants en instruction, qui avaient déjà évolué au niveau de la justice, il faudrait stopper les procès, stopper toute l'instruction si vous voulez, ou les jugements si vous voulez, pour aller encore demander à M. Kamere de pouvoir lever les immunités du député. Alors que l'on avait déjà levé les immunités et ce qui avait donné libre cours à la procédure judiciaire. Ça donne l'impression, ça c'est mon avis, que M. Kamere donne l'impression à l'opinion publique qu'il est en train de protéger ou de tenter de protéger un individu. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi nous disons, au-delà de tout, M. l'honorable, autrefois président du Sénat, avait eu raison. Parce que du moment que la Cour constitutionnelle demande, on lève, vous allez au niveau du procès, de la justice, et c'est la justice de faire son travail en toute indépendance, à charge ou à décharge. Et c'est ça l'essentiel. Et aujourd'hui, moi je pense que la Cour constitutionnelle fait son travail et elle doit aller jusqu'au bout du dossier, jusqu'à la fin du dossier. Et s'il y a condamnation, eh bien, c'est la justice qui aura décidé. S'il y a relaxation ou acquittement, si vous voulez, eh bien, la justice aura décidé. Mais c'est caché
derrière les immunités, madame, d'abord, M. Matata, l'homme à la cravate rouge, avait commencé par dire que non, je ne peux pas être jugé. Il n'y a pas de juridiction compétente pour me juger. Vous connaissez cette ligne de défense. Eh bien, l'article 164 démontre clairement qu'un ancien président, qu'un ancien premier ministre peut être jugé à l'occasion, bien sûr, des faits infractionnels commis lorsqu'il était encore dans ses fonctions. Donc, la Cour constitutionnelle, à mon avis, a raison. Et elle ne doit pas revenir au niveau de l'Assemblée nationale pour demander encore la levée des immunités sur un dossier sur lesquels on avait déjà levé les immunités. Comprenez ce que je vais dire. Mais avec ce genre de freinage, apparemment, c'est un dossier qui n'aura peut-être pas une fin. Parce qu'on sait tous que cela a commencé bien longtemps, mis en pause, et maintenant, il refait surface avec ses hésitations. Vous savez, la justice... Que faut-il faire pour finalement mettre fin à ça? Très chère madame, vous savez que la justice ne fonctionne pas selon les humeurs. Je vis des procès en Europe et ainsi de suite, partout, qui prenaient 10 ans, qui prenaient 15 ans. Mais apparemment, ici, c'est le cas. C'est pourquoi je donne les exemples. Vous allez mettre encore que je donne des exemples. En fait, c'est pour illustrer que, permettez-moi de le dire ainsi, on panique devant ça. Non, il y a des procès qui peuvent faire 25 ans. Je ne sais pas, Donald Trump a commencé à être jugé par rapport à la justice américaine lorsqu'il a quitté le pouvoir. 4 ans après, 5 ans après, c'était toujours les mêmes dossiers. On allait à gauche, à droite et on revenait. Donc, la justice va mollo mollo. Et surtout, c'est pour donner aussi à l'accusé, ou je ne sais pas, au prévenu, l'occasion de bien préparer sa ligne de défense. Monsieur Matata, aller en justice, c'est, comme disait d'ailleurs Modeste Bahati, ce n'est pas le Sénat qui va vous innocenter. Ce n'est pas la clameur publique qui va vous innocenter. Ce n'est pas parce que vous criez à l'acharnement que la clameur publique va vous innocenter. Non. C'est la justice qui va vous innocenter. Ou qui va, bien sûr, vous condamner. Parce que c'est toujours à charge et à charge. Et là, je trouve clairement que, bien sûr, monsieur l'honorable deuxième vice-président du Sénat, qui avait levé, avec son bureau bien sûr, levé les immunités autrefois lorsque Matata était sénateur, avait tout simplement raison. Et, Bahati, et monsieur Caméré, qui tient des mains des maîtres à l'Assemblée nationale, doit, à mon avis, prendre pour exemple monsieur Bahati Lukwebo et se calmer et comprendre tout simplement que les dossiers pendants, on ne peut plus revenir et demander à la justice de stopper. Alors que, à ça déjà, on a vu sur justice, to stopper nyonso, to baniko kima sous une institution mususu, pour te faire la permission, pour que tu continues sous qu'on poursuive. Alors, monsieur José, ça n'a pas trop de sens à mon avis. Lorsqu'il s'agit d'une affaire qui fait face à une personnalité politique, oui, cela a toujours été sans suite. Vous pensez que M. Matata Ponyo aura une mesure de grâce comme s'il fut avec les autres personnalités politiques dont je t'ai le nom? Vous savez, là n'est pas encore le problème. La justice doit suivre d'abord son cours normal. Ici, lorsqu'il y a ingérence ou tentative d'ingérence dans une autre institution, c'est ce que moi je suis en train de déplorer. Maintenant, les grâces présidentielles, les amnisties si vous voulez, ce sont de pouvoirs reconnus pour l'amnistie à l'Assemblée nationale ou bien au Parlement si vous voulez, et pour la grâce présidentielle, des prérogatives reconnues au président de la République. Comme ce fut par exemple pour le cas de, qu'on appelle encore, si je ne me trompe, l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Effectivement, ça avait été une grâce présidentielle. La procédure judiciaire avait suivi son parcours national, normal.
Et ça, à ce niveau-là, c'est à la différence des Matata, qui veut se cacher derrière les humanités. Avec Willy Bakonga, le procès était allé jusqu'au bout. Il avait été condamné autrefois pour les détournements, pour les blanchiments d'argent, contrairement à ceux-là qu'il avait accusé, bien sûr, de détournement de 2 500 000 $ que les autorités de la République avaient saisi sur lui. C'est-à-dire c'était en liquide. Fort heureusement, il y avait eu un procès. Et le procès en question n'a jamais fait allusion au détournement. Parce qu'en justice, on appelle ça des pièces de conviction. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a un meurtrier qui a utilisé un couteau pour tuer sa victime, lorsqu'on s'accapare ou on prend ce couteau, c'est une pièce de conviction. Et on les brandit dans les procès. Et c'est cet élément de preuve qui va permettre au jury de pouvoir se faire une idée et de condamner. Ici, lorsque madame, on vous dit que Bakangi yona téléphone ya mutu, soi-disant. Mais, na procès boye, ba yé na téléphone wana te. Qu'est-ce qui va te condamner? C'est-à-dire ça, nous. Par exemple, pour le cas de Willy Bakonga. Et vous allez comprendre que le chef de l'État le comprenant après, qu'en réalité, ce n'était pas question de détournement. On avait saisi 14 700 $ sur lui et on l'avait condamné pour blanchiment d'argent. Le chef de l'État avait tout simplement gracié M. Willy Bakonga. Et ça, ce n'est pas une erreur. Et ça, ce n'est pas une violation, je ne sais pas de quel article. Ici, c'était dans le cadre de ses prérogatives. Mais au-delà de ça, madame, lorsqu'il a quitté les pestés, mais il pouvait aussi se sentir frustré, comme d'aucuns. Aujourd'hui, on parle de la frustration partout, vous le savez. Tel politicien est frustré, tel ceci, Nang est frustré parce qu'il y a les carrés miniers. Je ne sais pas, Kabila est frustré parce que, soi-disant, oh non, Diong est frustré. Mais on n'a pas menti, cette histoire-là de Nanga, peut-être on n'a pas menti sans pourtant que je puisse affirmer et informer les choses. Que Nanga était frustré. Vous n'avez pas suivi Kabouya lui-même quand il a dit que Kabou, par exemple, était parti parce qu'on avait récupéré ses carrés miniers. Ça donne l'impression comme si le président Tshisekedi, c'est lui qui gère les carrés miniers dans ce pays. Allons-y un peu étape par étape. C'est des secrétaires de son parti. Allons-y un peu par étape, puisque nous parlons de la frustration. Mais celui-là qui a subi de l'injustice comme Willy Bakonga, celui-là qui a été emprisonné. Bakonga, on a dit qu'il avait volé. Mais c'est ça, exactement. On a dit qu'il avait volé. Mais le vol, ça se prouve, non, monsieur? Lorsqu'on dit que l'on vous a appréhendé avec 2 500 000 $, c'est-à-dire c'est en liquide. On l'avait arrêté à la régulière, comme dans un match de football, voulant traverser le fleuve Congo pour aller... Avec combien? 2 500 000 $, non? C'est ce qu'on avait dit. Donc, merci parce que vous rappelez que c'est ce qu'on avait vu, on avait dit. Mais est-ce que c'est ce qu'on avait prouvé? Parce que la justice, ce sont les preuves. Et voilà pourquoi je reviens. Est-ce qu'on avait brandi les 2 500 000 $? Non! C'est-à-dire ça n'existait pas. Voilà pourquoi la justice ne l'a jamais condamné pour détournement de fonds de la gratuité de l'enseignement. Ce qui veut dire que c'était un innocent. Mais c'est clair! Mais c'est clair, monsieur. Il a été innocenté par la justice. Mais attendez, on dit qu'on vous êtes détourneur. Et on a saisi sur vous les 2 500 000 $. Mais on ne vous condamne pas et on ne présente pas les faits. On ne présente pas les preuves. Ce n'est pas parce qu'il avait accepté de rejoindre l'Union sacrée qu'on avait jeté au calendrier grec cette affaire. Mais vous oubliez parce qu'il était vraiment innocent. Mais vous oubliez qu'il y avait déjà un procès. Avant, et puis il était déjà en prison. Maintenant, vous êtes journaliste. Puisque vous êtes un journaliste d'investigation, vous devez rappeler ici pour quelle infraction, pour quel fait il avait été condamné. Est-ce que c'était pour détournement de fonds de la gratuité de l'enseignement? Oui ou non? Non. Il avait été condamné pour blanchiment d'argent. Et on a saisi sur lui 14 700 $. Et au-delà de ça, puisqu'il y a eu injustice, puisqu'il y a eu diffamation, puisqu'il y a eu une cabale cabalistico,
satanico-démoniaco-politique pour le nuire. Est-ce que vous pensez qu'il n'était pas frustré? Il est aussi un frustré de la République. Mais est-ce que vous l'avez entendu aller chez Nanga? Non. Est-ce que vous l'avez entendu aller donner le flanc à l'ennemi, aux agresseurs? Non. Il a continué à être... Il est et il reste solidaire de la nation face à l'insécurité. Il a continué à soutenir inconditionnellement les chefs de l'État. La conséquence devrait être quoi? Je parle d'une conséquence positive parce qu'on l'avait innocenté par la justice. Normalement, il devait avoir quelque chose d'après certainement pour soigner son image, de montrer qu'il était innocent, qu'il peut revenir peut-être aux affaires, question de bien faire les choses, soutenir le président Tshisekedi dans, comment on appelle ça, dans sa vision des peuples d'abord, si c'est quoi. La vérité doit être rétablie. Les pressés dans la vie, ils vont vite. Ils commencent à dire n'importe quoi. Comme un certain monsieur dont nous allons peut-être parler d'ici là. Un certain monsieur qu'on va parler. Les silencieux, ils sont calmes. Vous savez, Willy Bakonga a parlé autrefois. C'était un expert. Dans son domaine d'enseignement et de l'enseignement, il est tout simplement imbattable. Vous avez là parlé autrefois de la critique historique. Ça vous permet de faire des analyses par vous-même. J'ai suivi ces cours à l'université. Exactement. Ça vous permet de peser les pour et les contre, les tenants et les aboutissants. Et vous vous faites vous-même un jugement. Et moi, étant que pédagogue, parce que je suis aussi un enseignant, lorsque je suis entré dans le dossier, lorsque j'ai essayé de voir à gauche et à droite qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, eh bien, je conclus tout simplement qu'au fait, c'était la méchanceté de certains. Parce que au-delà de la frustration, Willy Bakonga est resté solidaire. Il continue à soutenir les chefs de l'État. Il est tombé dans ce piège de la méchanceté de certains. Vous savez, autrefois, je vous ai dit clairement, très cher monsieur, qu'un chef fait confiance à ses collaborateurs. Mais les collaborateurs peuvent distiller de fausses informations au chef. Et les chefs, lorsque... Attendez. Il faut qu'ils vérifient, voulais-je dire, attendez, avant de prendre telle ou telle décision. Et lorsque les chefs vérifient, ils constatent que, en tout cas, par rapport à ses prérogatives, l'homme n'était innocent. Eh bien, l'homme a jugé bon, c'est-à-dire le président de la République, d'aller par la procédure de la grâce présidentielle. Donc, je peux conclure humblement, ça c'est ma conclusion et ma réflexion, que les chefs de l'État avaient tout simplement compris que Willy Bakonga n'y était pour rien. Au-delà de la frustration, Willy Bakonga reste de l'union sacrée, Willy Bakonga reste un soutien inconditionnel du chef de l'État, reste celui-là qui défend sa nation face aux agresseurs. Reste-t-il un profil idéal justement pour faire son retour? Pourquoi pas au gouvernement? Déjà, Willy Bakonga est un travailleur de la nation depuis toujours. C'est l'un des rares politiciens qui n'a pas investi dans des hôtels, dans des bars, dans des snack-bars, et ainsi de suite. Lui a investi dans l'enseignement. Il a investi dans l'achat des voitures. Non, mais pas du tout. Qui circulait sur les réseaux sociaux. Si je ne me trompe, je peux me tromper. Le complexe scolaire Sévigné, cette école de grande valeur, a commencé dans les années 2010, si je ne me trompe. Il n'était pas encore ministre. Mais exactement, donc c'est un travailleur. Voilà pourquoi je parlais de l'homme politique qui ne s'est pas donné la peine d'aller dans n'importe quoi, mais ayant le souci d'investir, il a investi plutôt dans l'enseignement. Et voilà pourquoi ça lui a permis autrefois d'être ministre de l'EPST. Et dans le travail, lorsque la vision du chef de l'État a atterri sur la table de Willy Bakonga, oui ou non, il avait fait son travail en payant plus de 150 000 enseignants. C'était enseignants NU et NP autrefois, chômeurs de leur État. C'était une bonne chose. Lorsque, à son époque, on a pu trouver des milliards, 500 millions qui coûtent à la République la gratuité de l'enseignement, c'était une bonne chose, oui ou non? Si aujourd'hui 7 millions d'enfants sont retournés sur l'école, sur le chemin de l'école, c'est une bonne chose, oui ou non? Et la gratuité de l'enseignement, non seulement c'est quelque chose pour l'éducation, pour l'instruction de nos enfants, mais ça fait aussi l'intérêt des parents. Parce que avec 400 $ pour 3 enfants, ça vous fait combien? 1200 $, madame. Mais avec la gratuité de l'enseignement, ça permet aux parents de pouvoir économiser 1400 $.
Ainsi donc, si les chefs de l'État, après les consultations nationales bien sûr, trouvent, et nous pensons humblement, moi José Kaniki, que l'homme est crédible, l'homme est capable encore d'aller de l'avant et servir sa nation. Voilà. Alors, je retiens de vous dire, voulais-je dire, vous avez dit si un chef fait confiance à ses collaborateurs. C'est ce que vous avez dit. Vous avez suivi Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, qui lui remet en cause l'entourage du chef de l'État. Ses collaborateurs, les collaborateurs du chef, sans doute, c'est son entourage. Que pensez-vous de cette sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances? Quand il revient, il parle même de la jouissance. D'autres disent aujourd'hui qu'il a affirmé ou infirmé ce qui Jean-Marc Abound disait l'autre fois, quand il a parlé d'un régime de jouisseur, un ancien ministre qui vient, qui confirme les choses, remet même en cause l'entourage du chef de l'État. Moi, je pense que Nicolas Kazadi, après tant de sorties médiatiques, c'est une des sorties... Pardon, avant ça. Pardon, oui. Vu que j'ai vu la photo de Willy Bakonga, j'ai une dernière question concernant Willy Bakonga. On va revenir sur cette histoire de Nicolas Kazadi. Si on vous demandait aujourd'hui si peut-être ça arrivait José Kaniki, le président désolé de poser la question José Kaniki, selon vous et Willy Bakonga et Tony Mawa, qui peut revenir comme ministre de l'MPST? C'est comme, vous savez, c'est comme si on me posait la question entre celui-là qui a fait, qui promotionne ou bien qui a créé, si je peux m'exprimer ainsi, l'écran plasma. Hein? Madame, vous me suivez? L'écran plasma que tout le monde trouve aujourd'hui joli et ainsi de suite. Et c'est lui qui avait inventé l'écran autrefois noir et blanc qui est meilleur. Mais c'est clair. C'est lui qui est meilleur. C'est celui qui avait inventé l'écran de l'époque en noir et blanc. C'est qu'à l'époque, l'écran chez nous, on avait un poste téléviseur là, petit comme ça, en noir et blanc, qu'on appelait Philips à l'époque. Celui-là est le meilleur. Parce que là, il commence au début. Il crée des histoires. Ou il invente des histoires. L'écran n'existait pas. Et puis, tout, par ses recherches, par ses capacités, écran Philips Sebimi. Ça, c'est Willy Bakonga. Il a commencé la gratuité de l'enseignement avec toutes les difficultés. Il a commencé la gratuité de l'enseignement alors que les parents payaient encore. Donc, Willy Bakonga est l'écran Philips. Tony Mwamba est peut-être le plasma. Je pense que mon illustration est claire. Maintenant, les enfants d'aujourd'hui vont passer que plasme et bandit, celui qui avait créé les diodes existait. C'est celui-là qui a souffert comme ça. Et c'est Willy Bakonga qui a subi l'acharnement et la résistance, le refus des écoles catholiques. Tony Mwamba n'a pas fait face aux écoles catholiques. Est-ce que vous comprenez mon exemple de Philips? C'est compris. Merci. Alors, on va revenir sur l'affaire Nicolas Kazadi. Je vous avais déjà posé la question. Nicolas Kazadi, pour moi, c'est une communication ratée. Nicolas Kazadi est l'un des messieurs que moi, j'ai défendu par mes réflexions lorsqu'il y a eu clameur publique sur, comment on appelle ça, sur le dossier lampadaire. Je l'ai défendu parce que, à mon humble avis, lorsque j'ai pris les dossiers, essayant d'analyser, essayant de faire des recherches, j'avais trouvé que Nicolas Kazadi avait raison. Et, fort heureusement, Nicolas Kazadi, lorsqu'il s'est retrouvé en justice, parce que j'aimerais le rappeler ici, on pense qu'il n'y a que Matata qui s'est retrouvé en justice. Nicolas Kazadi aussi s'est retrouvé en justice, au niveau de la justice, et la justice a trouvé qu'il était innocent ou bien l'avait relâché, si vous voulez que je parle ainsi. Donc j'avais eu raison. Au-delà de ça, lors de cette communication dont vous faites allusion avec votre consoeur, il confirme que le dossier lampadaire, lui, il est clean. N'est-ce pas? Ah oui. Que tout est bon. Mais je me pose maintenant la question. Le seul dossier où, selon ses dires, ils n'ont pas eu à partager l'argent, c'est le dossier lampadaire. Oui, vous trouvez ça normal?
Il y a une incohérence qui ne dit pas son nom à ce niveau-là. Comment, sur les dossiers clairement établis, dossier lampadaire, tout est OK, selon Nicolas Kazadi. Mais pour des dossiers Ezanga Combo, est-ce que vous comprenez? Lorsque j'ai dit Bor Ezanga Combo, c'est-à-dire, il dit que Tobandaki Tokabola Kambongo, Nabanani, Atangi Combo. Na dossier Nini, malheureusement, Bino ba journaliste à travers concert na Bino, vous posez question à Nake. Nego Daniel, Maman Sarah. Pour Nini, vous posez qui est question à Nake. Pour et ça clarté na discours na ye. Dossier Nini, Oyo Bokabola Kimbongo. Parce qu'un homme politique, lorsqu'il est frustré, c'est possible qu'il soit aussi... C'est possible que Nicolas Kazadi soit un des frustrés. Ah bon? Ah, c'est possible. Parce qu'un homme politique... Il va être frustré, pourquoi? Mais peut-être qu'il pensait revenir. Et lorsque on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Mais ici, je relève que Nicolas Kazadi nous dit que le seul dossier clean, c'est les dossiers dans lesquels lui il a été impliqué. Et moi, j'ai dit clairement que oui, il avait raison. Mais le problème, c'est que moi, je ne me dédie jamais en toute rationalité et bon sens. Mais c'est Kazadi lui-même qui s'est dédié. À moins que l'on ait trafiqué l'émission, il avait peut-être une autre idée, mais on prend juste le mot, on colle pour que ça fasse encore clameur publique. Si ce n'est pas le cas, donc Nicolas Kazadi s'est dédié. Et Nicolas Kazadi, pour moi, José Kanik, en toute rationalité et bon sens, c'est le meilleur, ou pas l'un des meilleurs des ministres des Finances de notre République. Ah bon? Oui. Les institutions de Bretton Woods, qui sont assez friands de la bonne gestion, les disent. Le président de la République les dit. Les institutions de la République les disent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à la 6e revue, autrefois, depuis que notre gouvernement existe, depuis que la RDC existe, tout ce qu'on va peut-être la 2e revue, 3e revue, et puis Banque mondiale, et puis FMI, et Monique, non. Ces gens ne sont pas sérieux. Mais pour la première fois, pour l'équipe 3e revue. Malheureusement, ça n'a jamais influencé le social du peuple congolais. S'il vous plaît, ici, vous me posez la question sur la bonne gestion. C'est pourquoi j'ai dit ça devait aussi influencer. Ça, le c'est une bien-être autre du peuple implication. congolais, de la population. Ici, j'ai dit ceci, que Nicolas Kazadi a été l'un des meilleurs. Mais le problème, c'est que lui-même se tire une balle sur le pied, sur sa jambe. Il ne dit que les vérités. Mais les vérités, ça se vérifie. Du moment qu'on quitte la 4e revue, 5e revue, 6e revue au niveau de la Banque mondiale, au niveau du FMI, c'est-à-dire que ces institutions comprennent qu'il y a eu une bonne gestion. Parce que c'est eux qui financent. Je vous ai parlé ici, madame, de 2 500 000 dollars. 2 milliards, qu'est-ce que j'ai dit? 2 500 000 dollars que nous coûte la gratuité de l'enseignement. 7 ans après, la gratuité de l'enseignement continue. C'est-à-dire que le projet évolue. Je ne dis pas ici que tout est parfait. Non, très chers messieurs les journalistes. Il y a certes des couacs, des failles, mais le projet dont on fait allusion, et surtout qu'il n'a pas cité le nom du projet, ça prête à confusion. Monsieur Kazadi nous dit que aujourd'hui, l'Assemblée nationale, on déverse au niveau de l'Assemblée nationale près de 45 milliards, je ne sais pas, ce qui des francs congolais comme ça, si je ne me trompe. N'est-ce pas? Mais lui-même, dans la même interview, allais-je dire, il nous révèle qu'il n'est pas payé depuis 2 mois comme député. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction? Alors qu'il dit qu'on verse cette manne financière. Donc en réalité, si on comprend bien, il veut nous dire que Kamere a détourné l'argent. Il n'a pas parlé de Kamere. Je parle de l'Assemblée nationale. Okay. Et celui qui représente l'Assemblée nationale, c'est Kamere. Donc comprenez, il nous dit qu'on a toujours déversé, hier c'était 5 milliards, aujourd'hui c'est à 45 milliards. Je ne sais pas, à 10 fois, on a haussé, on a augmenté cette manne financière
affecté à l'Assemblée nationale. Mais dans la même interview, il nous révèle qu'il n'est pas payé. Soit on a déversé cet argent, soit carrément, il veut tout simplement accuser son chien des rages. Donc pour moi, Nicolas Kazadi a raté l'occasion de se taire. Et moi, je pense que la justice doit aussi lui poser des questions. Autrefois, M. Kabound avait presque les mêmes discours. Pas presque. Il avait exactement les mêmes discours. Mais, d'ailleurs, lui-même lui a dit, quelque part dans l'interview, il dit que, mais Jean-Marc Kabound, il dit, le président de la République est l'un des meilleurs des présidents de la RDC. On lui a posé la question par votre concert, mais Jean-Marc Kabound dit que non, vous faites des blanchiments des capitaux, blablabla, bla, 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 il y a des tournements, tout ça, tout ça. Il nous dit que, mais lorsqu'on a appelé Jean-Marc Kabound à la justice, au niveau de la justice, il n'a pas brandi les preuves. Donc, l'homme politique peut dire des choses, mais sans preuve. Et ça, c'est quand même terrible, parce que là, il s'agit de la nation. Qu'est-ce que vous insinuez au niveau de la nation? Quoique, je les réponds ici, j'ai dit que tout n'est pas clean, tout n'est pas parfait. Et la gestion de quel pouvoir à travers le monde est clean. Il y a toujours des choses que l'on peut reprocher. Mais ici, essayez ou tentez de dire, d'accuser les autres d'entourage du chef de l'État, alors que vous-même, vous êtes entourage du chef de l'État. Alors le fait pour lui de dire ça, de dire que le président est mal entouré, c'est aussi une communication ratée? Mais oui, mais vous êtes pourtant le premier, je dirais le première personne, là je parle de ceux de l'Union Sacrée, à dire que le président a cette bonne volonté de pouvoir bien faire les choses, mais malheureusement, il est mal entouré. C'est ce que vous dites. Non. Très pertinente, votre allusion. Très pertinente. Mais attention, je vous ai dit que dans toute société, il y a des brebis galeuses. Mais cela ne veut pas dire que la société est constituée des brebis galeuses. Non, pas du tout. Je sais faire la part des choses. Voilà pourquoi je vous ai donné, j'ai fait une petite digression avec Semel. C'est pour dire tout simplement que dans un cabinet du président de la République, d'un ministre et ainsi de suite, il peut y avoir 2-3 personnes qui sont malveillantes. Mais lorsqu'on ne constate pas cette faisabilité, là je parle de cette façon de gérer le pays, lorsqu'on ne constate pas cette faisabilité, la responsabilité revient à qui? Au président de la République ou à ceux qui l'entourent? Mais attendez, il y a eu des personnes qui étaient dans le gouvernement autrefois mais qui ne sont plus dans le gouvernement. C'est le 40e gouvernement. 1, Ilou Kamba, 2, 3, 4e gouvernement du président de la République, madame. Il y a eu combien de ministres? À chaque gouvernement, il y avait plus ou moins 50 ministres. Et lorsqu'on garde 20 et 30 partent, cela ne veut pas dire que les 30 ont démérité. Mais parmi les 30, il y a ceux-là qui ont démérité. Et cela, c'est à tous les niveaux des institutions. Au niveau de la présidence, pourquoi il y a eu de nouvelles ordonnances? C'est-à-dire que le chef de l'État s'est constaté et voit que celui-ci n'a pas donné le meilleur de lui-même, on le met de côté. Il y a eu combien d'ordonnances présidentielles au niveau du cabinet du président de la République? C'est-à-dire que le chef de l'État sait faire le monitoring. Mais on fait d'abord confiance. Lorsque je vous retrouve après des années au niveau des CML, très chère madame, c'est parce qu'on vous avait fait confiance au début. Et vous avez évolué. Mais les jours que vous n'allez plus donner le meilleur de vous-même, je ne suis pas sûr que CML va continuer à vous garder. Donc, au-delà des brebis galeuses, il y a des bonnes personnes. Mais lorsque vous-même vous êtes l'entourage du chef, mais vous voulez insinuer qu'au-dessus de vous, il y a un entourage qui vous détruit ou bien qui détruit les chefs. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je sais que le chef de l'État n'est pas une victime. Et je l'ai toujours dit, le chef de l'État est responsable de ses actes. Je suis père des familles. Je ne peux pas toujours dire que si l'enfant fait ceci, ce n'est pas de ma faute. Non. Le chef de l'État est père d'une grande famille qui est à la RDC et des petites familles. Et dans son cabinet, et dans le gouvernement, ainsi de suite, plusieurs fois, soit il a remanié, soit il a mis de côté
pour mérite ou bien tout simplement parce qu'il faudrait donner la chance aux autres. Ce n'est pas ce que le chef de l'État a eu à faire depuis qu'il est là. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez? José Kaniki, l'homme de la rationalité et du bon sens, cadre du parti AFDC, du sénateur Modeste Bahati. Vous concluez l'émission. Merci très chère madame, merci très cher monsieur pour l'invitation. J'aimerais tout simplement dire ceci. Par exemple, à cette opposition. Avant, s'il vous plaît, avant votre conclusion, vous avez pris connaissance des communiqués du PPRD qui annonce son retour, qui annonce les retours de ses activités prochainement, le 17. Est-ce que c'est une façon pour ces partis de Kagibila de défier le président Tshisekedi et son gouvernement par rapport à la décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur, Jacqueline Chabani? Le PPRD a un discours en disant que c'est un parti républicain. Et un parti républicain respecte bien sûr les décisions des autorités qui sont prises, bien sûr, selon les lois de la République. Vont-elles, ou les PPRD, va respecter cette décision, oui ou non? Moi, je pense, je conseillerais au PPRD de respecter cette décision. Mais au-delà de ça, s'il se permettait de ne pas respecter la décision prise par l'autorité établie, ils feront face à l'autorité établie. Mais au-delà de ça, moi, je pense que les PPRD devaient avoir honte. Parce que, madame, le PPRD a été désavoué par son chef. Le PPRD a été mis de côté d'abord par Joseph Kabila lui-même. Lorsqu'il dit ceci, que l'AFC M23 qui tue, qui massacre, qui violente, qui viole, qui déplace les Congolais, qui pille les richesses du Congo, ce sont de l'aspiration du peuple. En réalité, Kabila nous dit que le PPRD n'est pas l'aspiration du peuple. Madame, monsieur Roland, Daniel, comment vous pouvez concevoir que le chef d'une famille politique, au lieu de promouvoir sa famille politique, Kabila n'a jamais dit que le PPRD était l'aspiration du peuple congolais après 7 ans. Et même pendant 18 ans de son règne, avez-vous déjà entendu cela sortir de sa bouche? Avez-vous déjà vu Kabila avec les insignes du PPRD? Non. Donc, toutes ces années, à mon avis, lorsque j'essaye de scruter Kabila, il a toujours désavoué le PPRD. Donc, Obem Inaku, comment on l'appelle, Shadari, Raymond Chibanda et tous les autres amis et compatriotes du PPRD doivent comprendre que Kabila ne considère pas le PPRD. Parce que, à la place de dire que l'AFC qui massacre les Congolais sont l'aspiration du peuple congolais, il devait dire que le PPRD se bat pour les aspirations du peuple congolais. Comment il fait allusion aux massacreurs? Comment il fait allusion aux agresseurs? Mais il oublie son propre parti politique. Je comprends pourquoi en 7 ans, ils ont été quasi inexistants au niveau de la politique congolaise. Et au-delà de ça, lorsque un ancien chef de l'État, qui est Kabila, président honoraire, avec tous les respects, comme ancien chef de l'État que je lui dois, je ne peux comprendre qu'un tel monsieur qui a géré ce pays, qui a gouverné ce pays, ce peuple pendant plus de 18 ans si vous voulez, puisse se comporter de la sorte, en lieu et place d'être du côté de la République, bien qu'étant opposant, bien que n'étant pas d'accord peut-être avec la gestion de la République par le président du président de la République, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais vous devez toujours être du côté du peuple. Vous êtes sénateur à vie. Il faudrait rappeler, très cher monsieur Daniel, que Kabila est sénateur à vie. Donc, il doit se comporter pour l'intérêt de la République et non se comporter pour l'intérêt de l'agresseur qui est Paul Kagame. Lorsque il nous dit ceci, que l'AFC est l'aspiration du peuple congolais, c'est une honte pour les PPRD.
qui doit se sentir humilié, diminué, rejeté par Kabila. Alors, vous concluez l'émission, José Kaniki. Je dis tout simplement que le président de la République continue à travailler pour l'intérêt de son peuple. Il ne se lassera pas. Il subira des coups. Il subira des trahisons. Il subira des réflexions méchantes, malveillantes, des attaques politiques. Mais comme c'est un homme d'État, comme c'est un père de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, il continuera. Il ne bradera jamais les minéraux de sa République, de son pays. Mais plutôt, il mettra cela en valeur pour que ces minéraux ne puissent plus engendrer le sang, ne puissent plus, bien sûr, permettre aux agresseurs de piller, de tuer le peuple congolais, mais plutôt mettre cela en valeur pour d'abord l'intérêt du peuple congolais et ainsi de suite. Donc, clairement, j'ai dit au peuple congolais, continuez à faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. José Kaniki, cadre du parti AFDC, du sénateur Modeste Bati. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de semaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, je suis très honoré. Merci Sarah. Merci Daniel, merci à vous aussi, monsieur José Kaniki. Merci également à toutes ces personnes qui nous ont suivis avec attention. Merci au maestro Issa Kazaka qui était à la réalisation de cette émission. Retenez ce que disent les sages ce soir. Apprenez à respecter les gens sans les savoir ce qu'ils font et ce qu'ils sont. La richesse est dans la nature. Ceux qui désirent les moins des choses sont les plus près des dieux. À demain pour le 4e numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles. On a beau Rasuga.